Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, donc bonjour à tous et désolé pour ce petit problème d'organisation. Aujourd'hui, on voulait vous parler dans cette séance de groupe des liens entre histoire et mémoire, donc qui sont deux rapports, enfin qui donc oui évoquent deux rapports au passé qui peuvent être différents. Déjà, on pourrait dire que l'histoire c'est un peu l'étude du passé, là où la mémoire est plus du côté du souvenir, de la commémoration ou encore de la célébration, avec l'idée de conserver le souvenir de quelque chose, d'un événement par exemple, ou encore d'un homme. Finalement, la mémoire, c'est un peu le fait de rappeler quelque chose, et donc d'une certaine manière, c'est un peu une forme de présence du passé dans le présent. Dans l'idée de mémoire, il y a un peu cette idée de rendre présent le passé, et donc, il y a une forme de tension qui voit le jour entre ce qui est et ce qui n'est plus. Il y a une volonté, d'une certaine manière, de créer de la continuité entre le présent et ce qui n'est plus, et le passé. Donc, tout d'abord, pour vous montrer différentes manières que peuvent, enfin, comment la mémoire peut finalement se traduire dans notre société et dans nos lieux, dans nos espaces, etc. On peut déjà voir la forme des commémorations avec, comme vous le voyez sur la diapo, le défilé militaire du 14 juillet. Donc normalement, si Titouan arrive, on parlera un peu plus des commémorations, justement. Sinon, on a aussi des monuments comme le Panthéon, mais encore aussi l'hymne national avec la Marseillaise. Après, j'avais aussi d'autres exemples liés à la mémoire, comme si ça veut bien passer à la slide suivante, voilà. Donc les cimetières, comme le cimetière américain là en Normandie, que vous pouvez voir sur la diapo, ou encore le mémorial, comme le mémorial de la Shoah à Paris. Avec là, j'ai pris une photo du mur des noms. Donc c'est un mur où on a tous les noms des juifs français qui ont été déportés sous l'occupation, ou encore le mémorial de l'Holocauste à Berlin, qui est un mémorial donc, qui rend hommage aux victimes de la Shoah. Donc voilà, ça c'était simplement une sorte de brève introduction pour vous montrer les différentes formes que pouvait prendre la mémoire dans nos sociétés. Alors tout d'abord, pour commencer à interroger le lien entre histoire et mémoire, je voulais un peu voilà, vous montrer ces deux petits, qui sont en fait les premières lignes euh, de, des histoires d'Hérodote et de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Donc je pense que vous avez déjà croisé ces noms, c'est un peu des pères fondateurs de l'histoire sous l'Antiquité, dans l'Antiquité. Donc par exemple, bon, je vais un peu passer vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, enfin on a perdu un peu de temps, mais par exemple le premier texte, on peut lire les premières lignes donc d'Hérodote qui écrit en présentant au public ses recherches, Hérodote d'Halicarnasse se propose de préserver de l'oubli les actions des hommes, de célébrer les grandes et merveilleuses actions des Grecs et des barbares, et indépendamment de toutes ces choses, de développer les motifs qui les portèrent à se faire la guerre. Je trouvais ce passage intéressant puisqu'on trouve l'expression préserver de l'oubli les actions des hommes et célébrer les grandes et merveilleuses actions des Grecs et des barbares. Donc il y a cette idée que l'histoire permet de se souvenir du passé et de préserver de l'oubli les actions qui valent, qui ont le mérite d'être rappelées, d'être conservées dans la mémoire. Donc finalement, il y a un peu un lien et une forme de parallèle à faire entre la mémoire et l'histoire. Enfin, l'histoire s'apparente d'une certaine manière à une forme de mémoire, en tout cas dans ces premières lignes des histoires d'Hérodote. Mais malgré cette fonction première un peu de l'histoire, on peut voir qu'en fait les choses sont bien plus complexes et que donc l'histoire et la mémoire sont bien deux choses très différentes, même si elles entretiennent toutes les deux un rapport au passé et à ce qui n'est plus. Donc je voulais vous parler un peu, évoquer ensemble ce passage des lieux de mémoire, enfin les lieux de mémoire qui est un ouvrage collectif mais qui a été dirigé par l'historien Pierre Nora. Et donc dans l'introduction du tome 1, il écrit ces quelques phrases que je trouve
assez intéressante pour évoquer justement pour bien comprendre les liens et les différences surtout entre mémoire et histoire. Donc, je vais vous les lire. Mémoire, histoire, loin d'être synonymes, nous prenons conscience que tout les oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants, et à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations. L'histoire est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus. La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel, l'histoire, une représentation du passé. Parce qu'elle est affective et magique, la mémoire ne s'accommode que des détails qui la confortent. L'histoire, parce que opération intellectuelle et laïcisante, appelle analyse et discours critique. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l'histoire l'en débusque, elle prosaïse toujours. Je trouvais ce passage intéressant, notamment pour souligner le fait que la mémoire est plus du côté justement du sacré et du fait de sacraliser des événements en les rendant assez mémorables, dignes de commémoration, etc. Là où l'histoire est du côté elle prosaïse, pour reprendre les mots de Pierre Nora, elle est du côté de la critique, de l'étude et de la connaissance, de la volonté de connaître le passé et les événements historiques passés. Aussi, justement, le fait que la mémoire est du côté du concret et qu'elle a un lien avec le présent, elle existe concrètement dans le présent et elle entretient un rapport au présent finalement, là où l'histoire est simplement une étude du passé. Donc voilà pour, pour, pour ce passage de Pierre Nora. Aussi, je voulais attirer votre attention sur le fait que il existe autant de mémoires qu'il y a de groupes différents. Finalement, une mémoire soude un groupe, un groupe d'individus va être soudé par une mémoire commune, on va dire. Donc il y a autant de mémoires qu'il y a de groupes d'individus différents. Et donc j'espère que Titouan arrivera parce que justement il voulait un peu évoquer cette question avec la problématique ces derniers temps de commémorer ou non la commune. Finalement on voit que selon l'identité à laquelle on adhère et au groupe auquel on adhère, on a finalement des mémoires différentes et donc des événements que l'on commémore différemment, etc. Là où, à l'inverse, l'histoire, puisqu'elle est étude du passé, connaissance, étude du passé, l'histoire, elle appartient à tous, elle a une forme de vocation à l'universel. Aussi, on peut dire que la mémoire, elle s'enracine donc dans le concret et que d'une certaine manière, l'histoire est du côté de la connaissance. On peut par exemple s'intéresser à l'étymologie du mot histoire, qui veut dire en grec historia, l'enquête. Donc l'idée, voilà, d'enquêter, de connaître, d'avoir une connaissance du passé, là où la mémoire est du côté de la reconnaissance plutôt que de la connaissance. Par reconnaissance, j'entends donc l'idée de reconnaître des événements, de les accepter et de les intégrer donc à une mémoire commune et d'une certaine manière à une forme de célébration ou de reconnaissance commune. Donc voilà, comme je le disais, la mémoire s'inscrit dans le concret, dans le présent, et donc elle a des liens très importants et très intimes avec la politique et les enjeux politiques contemporains. Et donc elle renvoie, comme on le verra avec les différentes études de cas qu'on va faire, elle renvoie aux débats et aux crises qui traversent le monde contemporain. Finalement, ça en dit même, les enjeux mémoriels en disent bien plus sur notre présent que sur le passé. Donc, par exemple, on peut s'intéresser aux différences justement entre histoire et mémoire, dans la mesure où, lorsqu'on va avoir des changements en termes de politique mémorielle, ça va être plus lié à une volonté de vouloir faire changer les choses dans le présent. Par exemple, avec l'exemple que je vais prendre, celui du déboulonnage des statues, le but étant de faire changer les choses dans le présent, là où lorsqu'on change notre manière de faire l'histoire,
notamment lorsqu'on étudie et qu'on s'intéresse à l'historiographie, donc à l'idée d'étudier la manière de faire de l'histoire et donc changer sa manière de faire de l'histoire. Le but n'est pas de faire changer les choses dans le présent et de faire changer, dans un contexte politique contemporain, mais le but est de se rapprocher de l'exactitude, d'être toujours plus juste dans la recherche historique et de toujours plus se rapprocher d'une certaine forme de vérité. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche histoire et mémoire ne sont donc pas du tout dans la même démarche, ce qui est de se revisiter et d'évoluer au fil du temps. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur cette introduction. Si vous n'en avez pas, je vais passer du coup à mon étude de cas. N'hésitez pas hein, si vous en avez. Ah bah dites-moi, il arrive. Alors, moi je vais vous parler du déboulonnage des statues. Alors je ne sais pas trop si vous voyez à quoi je fais référence. Mais ces derniers mois et même ces dernières années, on a eu pas mal de statues qui ont été déboulonnées, notamment aux États-Unis, en France, comme vous voyez sur la diapositive. Enfin non, là c'est pas déboulonné, mais du moins dégradé. Mais aussi en Angleterre, en Belgique, en Espagne, etc. Donc, par exemple, là, sur la diapositive, on voit la statue de Colbert qui a été dégradée. Ça s'est produit le 6 juin 2020, donc lors de la manifestation en mémoire d'Adama Traoré. Donc, on a des manifestants qui ont ciblé cette statue. Donc, Colbert représente... ça a été donc un ministre important de Louis XIV, et il est à l'initiative en 1685 du Code noir, qui a donc légiféré l'esclavage dans les colonies françaises. Pour ces manifestants qui ont dégradé cette statue, Colbert représente donc l'esclavagisme sous Louis XIV, etc. Et donc, on a des manifestants qui ont dégradé cette statue avec la peinture rouge qu'on peut voir sur la diapositive et qui ont inscrit l'inscription suivante négrophobie d'État. Donc on a vraiment un acte politique assez important. On a aussi des événements similaires aux États-Unis où on a beaucoup de statues qui rendent hommage aux héros confédérés, qui sont assimilés à des esclavagistes, puisqu'ils ont combattu dans les camps des États du Sud durant la guerre civile. Et donc on a des événements, même depuis 2017, avec l'événement qui s'était produit en Virginie, où on avait eu un défilé de néo-nazis qui refusaient que soit déboulonnée une statue du général Lee. Et donc, à la suite de cette manifestation, on avait eu des dizaines de blessés et même des morts. Et donc, cette polémique-là et ces enjeux sont un peu revenus sur le devant de la scène en fin mai 2020, après la mort de George Floyd, lors d'une arrestation par la police. Donc là, à nouveau, on a des vagues de manifestations et de gens qui vont déboulonner des statues ou du moins les endommager, comme on peut le voir sur la diapositive suivante, si elle apparaît. Voilà. Là, on a une statue qui est déboulonnée. Sinon, après, on a aussi... Alors justement, là, c'est le descendant du général Lee qui, justement, lui, est contre la tenue le fait que la statue de son ancêtre reste comme ça sur la voie publique. Lui, il est pour, justement, déboulonner la statue de son ancêtre, donc c'est quand même assez intéressant. Et donc, pour revenir à l'exemple de Colbert en France, voilà, juste ici, donc de cette statue qui a été dégradée, Emmanuel Macron a déclaré le 14 juin 2020 que la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire,
la République ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires. Donc il y a cette idée que finalement, dégrader des statues qui rappellent donc une mémoire commune, c'est être un danger pour les principes républicains. Donc je voulais un peu poser cette question, est-ce un danger pour les principes républicains? Voilà, est-ce vraiment un danger et est-ce vraiment une volonté d'effacer des traces et des noms de l'histoire? Donc tout d'abord, on va un peu, pour créer un peu du débat, je vais prendre un peu la position selon laquelle on pourrait se dire que oui, c'est un peu une forme de dégradation, enfin, comment dire, de, de danger dans la mesure où il y a une volonté peut-être de porter atteinte au passé ou de revisiter l'histoire ou du moins de la censurer. Puis ensuite, on prendra dans un second temps un peu une autre, une autre vision enfin, voilà, une autre vision du problème. Donc par exemple, on a des historiens très connus comme Mona Ozouf ou encore Michel Vinocq ou Maurice Sartre qui ont publié dans une tribune collective en juin 2020 à la suite de la dégradation de cette statue, une tribune dans Le Monde qui s'intitulait Déboulonnage des statues, deux points, l'anachronisme est un péché contre l'intelligence du passé. Donc il y a cette idée que finalement il y a une frénésie moralisante, pour reprendre leurs mots, qui veut, enfin qui a pour but de plaquer sur des éléments, des hommes, etc. du passé, des valeurs, notamment d'égalité, etc., qui sont celles du présent. Et finalement, pour ces historiens, il y a une forme de danger à juger le passé et à finalement le condamner, le punir, le refuser pour des raisons présentes, contemporaines, et des valeurs qui sont celles de notre monde contemporain et qui ne sont pas celles du monde de Colbert, etc. Dans le sens où, pour ces historiens, dans cette tribune, le danger est d'une crainte de revisiter le passé, de l'oublier et d'effacer l'histoire d'une certaine manière, dans la mesure où, à l'époque où vivait Colbert, l'esclavagisme était quelque chose de courant, on acceptait l'esclavage, et donc on peut se demander jusqu'où doit-on aller. Par exemple, je veux dire, si on doit condamner tout symbole de l'esclavagisme, finalement, ça revient à vouloir, d'une certaine manière, refuser ce passé et d'une certaine manière, oui, voilà, le censurer. Seulement, on peut se demander jusqu'où doit-on aller dans la mesure où, par exemple, un homme comme Jules Ferry a aussi été un peu une figure du colonialisme, etc. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on connaît et qui est très important pour notamment, je veux dire, tout ce qui concerne la scolarité, l'école publique, etc., l'école publique et laïque. Et donc, est-ce qu'on doit forcément euh, refuser tout symbole, tout homme qui ne correspond pas avec nos valeurs d'aujourd'hui? Finalement, il y a une forme de danger d'en arriver à une forme de dérive et de vouloir censurer le passé et l'histoire, ce qui serait dangereux selon ces historiens dans cette tribune au Monde. En plus, il y a aussi ce danger, selon ces historiens, enfin une forme de crainte d'en venir à un débat simpliste, notamment un débat simpliste concernant Colbert, puisque le code noir, selon ces historiens, était donc le code noir qui est donc un peu un symbole de l'esclavagisme, et donc le fait que lui ait légiféré le code noir et enfin qu'il ait légiféré l'esclavage dans les colonies françaises et qu'il soit à l'initiative de ce code noir est quelque chose de voilà d'inacceptable d'une certaine manière, mais en fait quand on regarde de plus près, ce code noir a été une tentative pour encadrer et réglementer les comportements criminels de nombreux colons. Donc même si ça reste quelque chose d'horrible, hein, il y avait une forme de volonté de réglementer ces comportements criminels. Donc finalement, refuser en bloc la statue, ou du moins l'image, le symbole de Colbert, finalement, a pour dérive peut-être
d'en arriver à un débat trop simpliste sur l'histoire en se disant simplement, bah voilà, Colbert c'est le code noir et le code noir c'est le symbole de l'esclavagisme et c'est donc quelque chose d'horrible et voilà, enfin de pas du tout être dans la nuance ou d'en arriver à un débat simpliste. Voilà, donc il y a, selon ces historiens, donc une crainte, une dérive peut-être d'en arriver à, en déboulonnant des statues, en dégradant des statues, il y a cette crainte d'une frénésie moralisante, pour reprendre leurs mots, et une crainte de censurer et d'effacer l'histoire. Mais alors maintenant, je vais prendre un peu le contre-pied de cette vision-là, notamment toujours dans Le Monde, une tribune d'un essayiste, je le connais pas, mais qui s'appelle Louis-Georges Tin, et donc qui s'intitule Comment faire France lorsque les héros des uns sont les bourreaux des autres. Donc selon lui, il ne s'agit pas à travers ces actes d'effacer l'histoire, d'effacer le passé et en le refusant donc de l'effacer en se disant non, enfin de le revisiter quoi. Pour lui, ça n'est pas ça. Ce qui se passe à travers ces actes de dégradation, c'est le fait qu'on refuse la glorification. Finalement, il y a une différence entre connaître, enseigner, étudier une période et la glorifier. Donc, selon lui, il faut enseigner cette histoire, donc l'histoire de l'esclavagisme, par exemple, par les programmes scolaires, par les musées, etc. Mais enseigner, ça n'est pas célébrer. On a bien une différence entre les deux choses et finalement, on peut justement s'interroger sur justement qu'est-ce que la mémoire, comment, quelle forme peut prendre la mémoire. Et par exemple, c'est vrai que des statues dans un espace public commun, partagé, ça renvoie à une forme de glorification, de mise à l'honneur. Là où, par exemple, le musée, c'est quelque chose d'assez différent. Le musée, oui, est là pour conserver un passé, une mémoire, la mémoire de quelque chose, d'une période, d'une ville, d'un homme, etc. Mais on n'est pas dans une logique de mise à l'honneur ou de glorification. Là où les statues, c'est quand même quelque chose de particulier qui est lié à cette dimension assez glorificatrice. Et donc, selon cet essayiste, il y a un peu une hypocrisie à dire qu'il s'agit, lorsqu'on détruit les statues, etc., de vouloir effacer les traces de l'histoire. Ça n'est pas ça. Il n'y a pas une volonté d'effacer, mais il y a une volonté de différencier la célébration et l'enseignement de l'histoire. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant de s'interroger sur les différences entre, par exemple, des statues dans les rues, etc., et de les mettre dans des musées où elles sont justement étudiées et conservées pour ce qu'elles sont. Là où vraiment la tenue de statues dans l'espace public ou de commémoration officielle, ça renvoie vraiment à une forme de mise à l'honneur et de glorification. Par exemple, on peut s'intéresser à l'exemple de la statue de Léopold II, qui est donc un roi de Belgique, qui est aussi une figure de l'esclavagisme en Belgique. Et cette statue de Léopold II, elle a été, je sais plus où est-ce qu'elle était, mais enfin oui, en Belgique, à Anvers, voilà. Elle a été dégradée, et à la suite de cette dégradation, elle a été retirée de l'espace public, mais elle a été déposée justement dans un musée, le musée local de la ville d'Anvers. Donc ce retrait dans un musée, je le trouve assez intéressant parce que justement, il ne s'agit pas de détruire, d'anéantir ou de censurer le passé, mais simplement de lui donner la place qu'il mérite, entre guillemets, c'est-à-dire dans le monde actuel où on refuse l'esclavagisme ou le racisme, etc., bah, finalement, ne pas le mettre à l'honneur dans la rue, dans un lieu public. Voilà. Donc, donc finalement, il faut bien différencier la mise à l'honneur et simplement la connaissance et l'enseignement du passé. Et à ce titre, je voulais justement vous montrer cette blague commémorative en l'honneur de Pétain qui se trouve à New York et qui, il me semble, a été enlevée dernièrement, justement, mais qui est restée pendant un certain temps, hein, et en fait qui avait été mise en place en 1931
à l'époque où donc le nazisme était en train de prendre de l'importance, etc. Et donc c'était vraiment dans cette logique-là qu'avait été mise en place cette plaque commémorative, donc qui a finalement été enlevée. Mais justement, on peut s'interroger avec cet exemple. Enfin, si on avait ça en France, on serait vraiment, enfin, ce serait impossible, ce serait très très choquant. Et donc justement, on peut parler de Pétain, etc., dans des musées, avoir même des objets, des statues, etc., de Pétain, mais on ne va pas avoir ça dans l'espace public. Enfin, je veux dire, le fait que ça puisse se trouver dans l'espace public témoigne d'une certaine forme de reconnaissance qui s'accompagne d'une forme de mise à l'honneur et de glorification. Donc voilà, je voulais juste évoquer cela. Et enfin, on peut aussi dire que cette volonté de détruire, enfin du moins de dégrader des objets de mémoire comme des statues, etc., et une certaine forme, surtout dans ce cas-là, de remise en cause d'une histoire écrite par les dominants. C'est-à-dire que, par exemple, je vais terminer avec ça, on a un exemple, le 22 mai, 2020, en Martinique, on a des manifestants qui ont dégradé une statue de Victor Schœlcher. Alors, je vais vous l'écrire dans le chat si j'y arrive. Alors, désolée, je vois pas tout mon écran. Je vais essayer de ne pas l'écrire avec des fautes aussi. Voilà, normalement, j'ai pas fait de faute. Donc, c'est une grande figure parce qu'en 1848, il a aboli l'esclavage. Donc, on peut se demander pourquoi des Martiniquais vont dégrader la statue de quelqu'un qui a aboli l'esclavage. Mais en fait, on peut l'expliquer par le fait que du coup, Victor Schœlcher était un abolitionniste blanc et que finalement, cette glorification d'un abolitionniste blanc, etc., et son nom est très connu, est une manière d'invisibiliser les autres abolitionnistes qui étaient noirs et qui ont pu aussi contribuer de manière assez importante à l'abolition de l'esclavage. Donc finalement, il y a vraiment cette volonté de remettre en cause une histoire qui est écrite par les dominants et donc qui relève d'une forme d'hypocrisie où finalement on a un processus d'invisibilisation d'une autre forme d'histoire, écrite par les dominés, par exemple. Donc voilà, simplement, rapidement en conclusion, on a bien une différence entre effacer l'histoire et refuser la mise à l'honneur. Je veux dire, déboulonner des statues, ça n'est pas forcément vouloir censurer l'histoire, vouloir l'effacer ou la revisiter, mais c'est avant tout refuser une certaine forme de remise à l'honneur. Mais néanmoins, on peut quand même s'interroger sur la pertinence de juger le passé avec les valeurs qui sont les nôtres actuellement, dans notre monde, nos valeurs contemporaines. Par exemple, juste pour terminer, je trouvais assez intéressant cet exemple de cette statue de Churchill où donc on voit que la statue de Churchill avec l'inscription Churchill était un raciste, donc qui montre qu'il y a bien un jugement du passé avec des valeurs actuelles, contemporaines. Et donc, on peut quand même s'intéresser sur cette pertinence ou non de juger le passé avec les valeurs d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, il y a bien un débat entre la nécessaire transmission du passé et la connaissance historique du passé, et de l'autre côté, le refus de célébrer des épisodes qui peuvent être honteux aujourd'hui. Et enfin, ces événements nous montrent les liens entre mémoire et présent et entre mémoire et politique, puisque finalement, refuser ou non telle mémoire renvoie à des actions qui s'ancrent dans le présent et qui sont pas tellement vis-à-vis du passé, mais qui sont bien vis-à-vis des enjeux politiques actuels. Et dans un monde où certaines personnes ne se sentaient pas victimes d'inégalités en fonction de leur rang social ou de leur couleur de peau, on n'aurait pas cette polémique, autour des statuts et autour de leur destruction ou non. Donc finalement,
ces actions, ces actes politiques sont bien tournés vers le présent et l'avenir, et non vers le passé et vers l'histoire en réalité. Ce sont des événements qui disent bien plus quelque chose des tensions actuelles et contemporaines et qui mettent en lumière les inégalités qui peuvent être celles du monde d'aujourd'hui. Voilà pour mon exemple donc des liens entre histoire et mémoire dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques à apporter sur les différentes positions que j'ai pu adopter pendant ma présentation. Voilà, n'hésitez pas à réagir si vous voulez. Et sinon, bah, on peut passer aux autres interventions parce qu'on a déjà pris pas mal de temps et je suis désolée si j'ai dépassé le temps. C'est bon. Bah, je sais pas. Alors, qui veut prendre la parole? Je sais pas ce qui est le mieux. Enfin, dans quel ordre Ok. Oui, pardon. C'est pas un historien. Je vais te donner son nom si tu veux regarder. Attends. Si tu peux taper. Je vais te donner. C'est une tribune dans Le Monde. Je vais te mettre le nom du. C'est pas grave. Merci à toi d'être là. Alors, attends. Je te le mets dans le chat. Voilà. Bah peut-être. Enfin, je sais pas qui veut prendre la parole. Moi, je veux bien le faire. Ok, bah vas-y. Par contre, est-ce que tu peux me désigner comme présentatrice pour le Ah oui, pour le je sais pas PowerPoint? comment on fait ça, mais merde. Ah, tu l'as mis à Rémi. Quoi? Je crois que tu peux l'activer toi-même en fait. Moi je l'ai, Ah parce ouais? que je voulais vérifier. Et en fait, normalement, chacun peut l'activer. Mais moi, il y a marqué pour partager votre écran, demandez à l'organisateur de vous désigner comme présentateur. Je peux Ah pas bah. cliquer. Ouais, pareil. Attends. Vous savez où c'est? Enfin, comment on fait? Il faut que je clique sur ton nom? Moi je ne sais pas. Peut-être dans... Ouais, essaye de cliquer sur mon nom. C'est pas au niveau de... Ah, attends. Ouais. Sur Zoom, c'est dans la liste des membres. Souvent, tu Ah, c'est bon, c'est peux. bon. Désigné Ok. comme présentateur, je crois que c'est ça. Ouais, Ok, c'est bon, ok, normalement. super, merci. Hop. Ok. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet un peu brûlant d'actualité, puisque je vais vous parler du rapport Duclerc. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si certains d'entre vous ont suivi un peu l'actualité récente, si ça vous dit quelque chose. Mais non, ok. Bah pour ceux qui savent pas, c'est un rapport qui a été représenté au président de la République le 26 mars 2021, donc il y a moins d'un mois, et qui revient en fait sur la responsabilité de la France pendant donc le génocide rwandais qui a eu lieu dans les années 90. Le rapport Stora, ça je sais pas du tout. Vous savez, Rémi, Sarah? Le rapport Stora, c'est le rapport que Macron a commandé sur l'Algérie et les Ah mémoires d'accord, ok. de Ah oui, bah l'Algérie. voilà. Ok. Bon, bah c'est la même chose, oui, mais avec le Rwanda. Et donc voilà, donc c'est un débat qui est revenu dans l'actualité, plus de 27 ans après les faits, donc il y a quand même eu 27 ans d'obscurité, on va dire, sur le rôle de la France dans le génocide, donc son rôle ou non.
Et du coup, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que bon, déjà, c'est un exemple d'actualité et en plus, il permet de réfléchir sur le rôle de l'historien aujourd'hui dans des débats actuels, politiques. Et donc, comme disait Sarah, la question de la mémoire et de la politique qui sont assez liées. Et ça permet aussi de réfléchir sur le lien entre travail de mémoire et devoir de responsabilité. Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler en cours par rapport à la Shoah surtout, puisque c'est quelque chose qu'on analyse souvent sur les mémoires de la Shoah et un peu, oui, sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Et là, du coup, on va revenir sur le cas du génocide au Rwanda. Donc, je ne sais pas si vous savez des choses sur ce génocide qui a eu lieu. Donc, j'ai préparé un petit rappel, enfin une petite présentation pour revenir sur les grandes lignes, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on étudie beaucoup dans le secondaire. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas le cas, parce que c'est un peu récent. Donc, déjà, faut revenir sur les origines du génocide. Il faut comprendre qu'il y a eu une forme d'ethnicisation de la population par les colonisateurs, et notamment les Belges qui ont colonisé le Rwanda au 19e siècle. Et donc, en fait, la société rwandaise a été divisée en plusieurs groupes. Et ces groupes au départ, n'étaient pas du tout fondés sur des questions raciales, on va dire, ou physiques, ou ethniques, ni de langue ou quoi que ce soit. Ils étaient créés sur des catégories socio-professionnelles. Donc, en fait, les colonisateurs ont distingué au sein de la population rwandaise d'abord le groupe des Tutsis, qui était en fait le groupe des éleveurs, donc les plus riches de la population, si on veut, qui étaient des puissants propriétaires de troupeaux, etc. Ensuite, ils avaient le groupe des Hutus, qui était le groupe des agriculteurs, des paysans, des cultivateurs, donc un peu moins riches parce qu'ils faisaient pas de viande, donc forcément, voilà. Et enfin, le groupe des Twa qui va moins nous intéresser, mais c'est le groupe des artisans et des ouvriers. Et en fait, j'ai mis cette image pas du tout pour vous dire que c'est représentatif ou quoi que ce soit, mais pour vous montrer l'image en fait qu'avaient les colonisateurs de cette population à l'époque. Et en fait, pour eux, le fait de racialiser la société, de créer des classes comme ça, d'ethniciser, c'était un moyen de mieux diviser pour mieux régner sur cette société. Et ils ont du coup appliqué aussi des stéréotypes physiques. Parce que par exemple, vous voyez sur cette image, sur ce dessin, que les Tutsis sont représentés comme étant plus grands. Et en fait, c'était vraiment le cas dans la société rwandaise, mais c'est lié au fait que les Tutsis sont plus riches, qu'ils mangeaient plus de viande, donc ils avaient une alimentation qui les rendait souvent plus grands et plus forts que les Hutus qui étaient plus chétifs, mais c'est aussi lié à leur alimentation et à leur activité en fait. Mais les colonisateurs en ont fait des distinctions ethniques qui étaient totalement artificielles. Et ça lui a permis de créer une opposition entre les deux groupes, comme on dit, divisés pour mieux régner. Et du coup, les colonisateurs se sont appuyés sur les Tutsis parce qu'ils étaient les plus riches, parce qu'ils étaient les plus puissants, on va dire. Et du coup, ils en ont fait le groupe supérieur de la société et ils en ont fait surtout des relais coloniaux, c'est-à-dire que pendant la colonisation du Rwanda, les Tutsis avaient des postes de haute responsabilité, ils avaient des postes dans l'administration coloniale, etc. Et ils avaient par exemple le droit de faire des études supérieures alors que les Hutus n'avaient pas le droit. Donc en fait, c'est le regard colonial ici qui a rigidifié des différences qui n'existaient pas forcément dans ce peuple à l'origine. Et du coup, forcément, il y a eu une division entre les Tutsis et les Hutus qui est née à cette époque, puisque forcément, les Hutus considéraient un peu que les Tutsis étaient de mèche avec le colonisateur, puisqu'ils étaient avantagés, qu'ils travaillaient dans l'administration, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour comprendre d'où vient déjà la différence entre Tutsis et Hutus, et que c'est vraiment quelque chose d'artificiel en fait. Et donc, maintenant, pour revenir rapidement sur le génocide en quelques dates, je vais vous faire une chronologie très rapide parce que faire un cours sur le génocide, ce serait très long et c'est pas du tout le but de cette séance. Mais c'est encore une fois pour que vous compreniez les enjeux. Donc, le 6 avril 1994, les présidents rwandais et burundais ont été assassinés lors d'un attentat et ça a créé une grande phase de trouble et d'instabilité au Rwanda et ça a permis à certains partis de prendre en quelque sorte les armes et surtout à des milices Hutus, des milices qui étaient menées par ce qu'on appelait le Hutu Power. C'était un mouvement idéologique d'extrémistes Hutus en fait qui étaient partisans d'un nationalisme ethnique purifié de la présence des Tutsis, donc ils voulaient se débarrasser de tous les Tutsis qu'ils associaient donc aux colonisateurs dans le pays. Et donc dès le 7 avril, dès le lendemain de l'assassinat des présidents, ces milices profitent de la situation de tension pour assassiner systématiquement tous les Tutsis qu'ils croisent.
en regardant leur carte d'identité, parce qu'en fait, c'est les colonisateurs qui avaient commencé à faire apparaître sur les cartes d'identité la différence entre Tutsi et Hutu. Donc, ils commencent à assassiner tous ces Tutsis et très vite, le massacre devient vraiment important et de grande ampleur, puisque le 30 avril 94, le nombre de victimes civiles dépasse la barre des 200 000. Et donc c'est vraiment énorme, mais c'est pour ça qu'on peut parler de génocide. En fait, on déjà de génocide parce qu'on tue une population sur des critères de, comment dire, d'appartenance, de race, même si, comme je l'ai montré, c'est pas vraiment le cas, d'ethnie. Et, en fait, suite à ces massacres, il n'y a pas une réaction directe de la communauté internationale. Au contraire, l'ONU en fait réduit les troupes qui étaient posées au Rwanda parce qu'il y avait une mission, la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, qui était sur place depuis quelques années, et le Conseil de sécurité de l'ONU décide de retirer ses troupes et de limiter ses actions à des actions diplomatiques et humanitaires, alors qu'il y a vraiment de la violence sur place, et il refuse de prononcer le mot de génocide dans les premiers temps. Et il faut vraiment attendre fin mai, en fait, donc plus de 2 mois après le début du génocide, pour que le secrétaire général des Nations Unies qualifie vraiment l'épisode de génocide et déplore justement la réaction tardive de la communauté internationale. Et il faut attendre début juillet, pardon, pour que le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce officiellement ces actes de génocide commis au Rwanda, et qu'il invite les États membres justement à renforcer la MINUAR et à renvoyer des troupes sur place. Et on retient comme date de fin de ce génocide le 17 juillet. Et on choisit cette date-là parce que c'est celle à laquelle le FPR, donc le Front Patriotique Rwandais, reprend le contrôle de l'essentiel du pays, parce qu'en fait, depuis la mort des présidents, il n'y avait pas de pouvoir en place, donc c'est le 17 juillet qu'un pouvoir reprend le contrôle et donc met fin au massacre de masse et au génocide. Enfin, officiellement, on va dire, parce qu'il y a toujours des violences à la suite de ça. Donc, en gros, pour résumer, en l'espace de 3 mois au Rwanda, on compte entre 800 000 et 1 million de morts, quasiment tous appartenant à la minorité Tutsi, puisque c'est elle qui est assassinée, celle qui est visée par les milices Hutus. Et on sait qu'il y a environ 1 million de Rwandais aussi qui ont franchi la frontière avec le Zaïre pour fuir le massacre. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien de la France avec ce massacre, enfin le lien particulier de la France, et pourquoi ce rapport, et pourquoi aujourd'hui on s'intéresse encore à la mémoire du génocide en France ici. Donc il faut savoir que les rapports entre la France et le Rwanda sont anciens, et ils datent de bien avant le génocide. En fait, ils datent des années 80. Vous voyez sur cette photo le président, donc François Mitterrand, qui était à Kigali, donc au Rwanda, qui avait rencontré le président rwandais en 1984. Donc on voit que les relations sont très proches. Et on sait que le 20 juin 90, donc 4 ans avant le génocide, François Mitterrand avait fait un discours à La Baule. Et dans ce discours, il avait rappelé le soutien de la France aux pays africains qui œuvraient à l'époque à la démocratisation de leur régime. Et à ce moment-là, les Français se sont engagés au Rwanda. Donc en 90, les Français ont envoyé des troupes pour aider le Rwanda. Et donc il y avait une très grande proximité entre le gouvernement rwandais et le gouvernement français. Et les troupes françaises restent jusqu'en 93, et c'est en décembre 93 qu'elles s'en vont et qu'elles laissent place aux casques bleus de l'ONU pour gérer, on va dire, le pays. Et donc le génocide commence, on va dire, 4 mois après ça. Et quant à la réaction de la France pendant le génocide, on sait qu'il faut attendre le 16 mai 94 pour que le ministère des Affaires étrangères reconnaisse publiquement le génocide. Bon, après, c'est pas tellement étonnant puisqu'on voit que l'ONU a pris du temps à le reconnaître, donc c'est pas, enfin, je veux dire, c'est une réaction internationale tardive. Et enfin, on sait que la France est intervenue avec l'ONU justement quand l'ONU a renvoyé des troupes le 12 juin dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération turquoise. Donc voilà, donc vu comme ça, on voit pas tellement à première vue le rapport des Français avec le génocide, puisqu'ils semblent avoir quitté le pays avant le début de celui-ci, puis qu'ensuite ils ont réagi avec le reste de la communauté internationale. Mais très vite, après à la suite donc de la victoire du FPR et de la fin officielle du génocide, le gouvernement rwandais a directement accusé la France d'être responsable en fait des massacres, et après plusieurs années
d'opposition, il y a eu une rupture officielle des relations diplomatiques entre les deux pays en novembre 2006 parce que les deux s'accusaient en fait. Les Français accusaient les Rwandais accusaient les Français. Et les relations diplomatiques ont été rétablies en novembre 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui s'est rendu au Rwanda le 25 février 2010 et qui a reconnu les erreurs, je cite, il a reconnu des erreurs de jugement de la France. Donc pour dire que oui, la France aurait pu reconnaître plutôt ce qui se passait au Rwanda. Mais le président donc rwandais Paul Kagame que vous voyez sur la photo en 2014 en fait a relancé les accusations contre la France en disant que au-delà des erreurs de jugement, il y avait une véritable collaboration, enfin une complicité au génocide et du coup les relations ont été à nouveau tendues à ce moment-là. Et en fait les Rwandais accusaient les Français d'avoir soutenu d'avoir été au courant du génocide qui se préparait quand ils aidaient le gouvernement rwandais dans les années qui précédaient le génocide, donc entre 1990 et 1994. Et pour eux, ils étaient conscients de ce qui se préparait et ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Du coup, faut savoir qu'il y a des Français et notamment des historiens en France qui ont aussi interpellé le gouvernement depuis 94 en fait pour demander l'ouverture des archives et demander qu'on prouve en fait qu'on prouve qu'il n'y avait aucun lien, aucune complicité, ou justement qu'on montre que c'était le cas. Et François Hollande, en 2015, a ouvert les archives, qui étaient jusqu'à là classées secret défense, mais il n'y a pas eu d'accès immédiat. Il y a beaucoup de chercheurs et d'historiens qui se sont plaints en fait de ne pas pouvoir y accéder malgré cette ouverture. Et du coup, il y avait beaucoup de tensions et on peut aussi parler, donc là j'ai mis une affiche du collectif Survie. C'est une association qui est active en fait depuis le début des années 2000 et vous voyez encore récemment parce que c'est un dépliant qui date de 2019, donc des dépliants qui dénoncent en fait, là on voit une dénonciation de 25 ans d'impunité, donc en fait ils reprochent au gouvernement un silence et justement en fait ce fait de classer des archives secret défense, ça peut poser problème aussi, enfin les historiens n'ont pas accès à la vérité et comme on disait à la mémoire en fait qui est volontairement cachée, détruite, voilà. Et donc ça c'était la situation jusqu'à très récemment. Et du coup c'est Emmanuel Macron qui a décidé donc de relancer après 27 ans, enfin 25 ans on va dire, parce que après 25 ans la question du Rwanda. Puisqu'en fait il travaille aux relations avec le Rwanda depuis le début de son mandat. Il a notamment fait élire l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, au secrétariat général de la francophonie. Et surtout, en fait, et c'est ça dont je vais parler, il a voulu mobiliser une commission d'historiens, donc qu'on appelle la commission Duclerc, pour justement étudier l'implication militaire et politique de la France au Rwanda dans les années qui précèdent le génocide, donc de 90 à 94. Et il a donc créé cette commission le 5 avril 2019, donc il y a 2 ans. Et à la tête de cette commission, comme son nom l'indique, c'est Vincent Duclerc, donc c'est un historien contemporaniste qui enseigne à Sciences Po, qui est inspecteur général de l'éducation nationale et qui donc dirige cette commission dans laquelle on trouve de nombreux profs d'histoire-géographie qui sont des profs enseignants dans le secondaire, dans le supérieur, mais aussi des profs de droit, des chercheurs, des doctorants, etc. Donc on a une commission d'historiens et pas que, qui s'est plongée donc dans ces archives présidentielles et qui ont été un peu les premiers à y avoir accès. Et donc la mission qu'ils avaient reçue, elle était elle était donc de poser un regard critique d'historien sur les sources consultées, d'analyser le rôle et l'engagement de la France au Rwanda et de contribuer au renouvellement des analyses historiques sur le génocide des Tutsis. Et du coup, pour faire vite, le rapport a été rendu donc le 26 mars 2021, donc très récemment, et il pointe vraiment une responsabilité politique et militaire de la France. Donc les historiens disent qu'il y a eu un aveuglement parce que les Français ont eu des liens avec un régime qui était raciste et violent et qu'ils n'ont jamais cessé leurs liens, qu'ils ont soutenu la lecture ethniciste, c'est-à-dire qu'ils ont jamais, ils utilisaient la lecture ethniciste Tutsi-Hutu qui était l'héritage d'un regard colonial, et voilà qu'il y avait il y avait une responsabilité vraiment morale de la France de ne pas avoir intervenu, mais aussi politique.
Et donc le rapport dit, je cite, que les responsabilités de la France sont lourdes et accablantes parce que le génocide aurait été mûri par le gouvernement rwandais longtemps avant la date en question, et que l'Élysée savait ce qui se préparait, et les archives que les historiens ont consultées prouvent, d'après le rapport officiel, que les Français savaient ce qui se préparait. Par contre, la commission refuse de parler de complicité de génocide. Elle dit juste qu'il y a une lourde responsabilité du pouvoir, et notamment une responsabilité du président de l'époque, François Mitterrand. Voilà. Et donc ce rapport vient de sortir, mais il fait déjà débat parce que les Rwandais, même s'ils sont contents de ce pas en avant de la France, il y en a qui disent que il va pas assez loin parce que justement il nie une complicité, alors que les Rwandais pensent qu'il y a une complicité au génocide. Mais bon, ça c'est une question à laquelle on peut pas répondre, enfin, sans avoir consulté les archives. Mais voilà, donc en tout cas, ce qui nous intéresse ici dans le cadre de notre débat, en fait, et ce qui m'intéressait, c'était de voir le rôle justement de l'historien dans ce débat politique, et, et de voir en fait que l'historien va être un peu garant de la mémoire. Enfin, même dans un cadre politique, en fait, on se tourne vers l'historien pour retrouver cette mémoire. Et c'est aussi intéressant de voir comment une mémoire peut être, comment dire, un peu changée par les gens qui la, enfin, comment dire, comme disait Sarah, on peut faire l'histoire des gagnants ou l'histoire des perdants. Et la mémoire d'un État, quand les archives sont à l'État, elle peut être assez vite retravaillée, ou on peut laisser entendre certaines choses, comme là pendant 25 ans, on n'avait pas rouvert ces archives, et du coup ça nous pose un peu question. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez envie de donner votre avis sur ce sujet, ou si vous aviez des remarques à faire après cette présentation. Moi, j'ai une question en fait. Ouais. Le Rwanda, c'est une colonie française? Non, c'était belge. Mais pourquoi du coup ils ont un plus grand grief envers les Français que vers les Belges du coup? Enfin, pourquoi? Parce que en fait, c'était les Français qui s'étaient rapprochés du Rwanda dans les années 80 pour les aider à se développer. Et du coup, c'était le gouvernement français qui était très proche du gouvernement rwandais. Et je pense qu'à cette époque, le gouvernement belge était plus trop présent. Enfin, ça, pour le coup, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, en fait, dans les archives consultées par les historiens, là, on a retrouvé des lettres et des actes, enfin, de relations diplomatiques entre le gouvernement français et le gouvernement rwandais, qui prouvent qu'ils avaient des liens très proches et qu'ils étaient au courant du racisme du gouvernement et du génocide. Donc c'est pour ça qu'ils en veulent principalement aux Français, en fait, qui étaient présents sur place. On l'a vu, ils avaient vraiment des armées sur place entre 90 et 93. Ils étaient très fortement présents et influents dans le pays, on va dire. Ils auraient pu faire quelque chose. Ok, merci. Et pourquoi du coup le gouvernement français garderait des traces du fait qu'il a collaboré dans un génocide? Après, c'est vrai que je connais pas trop je connais pas grand-chose aux méthodes de classement des archives présidentielles, mais enfin, bon, j'imagine qu'ils allaient pas brûler les archives non plus, brûler les lettres. Après, elles étaient quand même secret défense, donc elles étaient pas non plus consultables, ça portait pas préjudice. Ça, je peux pas trop dire. Je sais pas si les autres ont une réponse pour ça. Non, mais je pense juste qu'on peut pas non plus détruire. C'est ça, ouais. On est quand même en. C'est peut-être une bêtise, mais c'est juste, on est en démocratie, on peut pas non plus détruire ce qu'on veut. Mais en fait, les archives, elles sont déclassifiées. Enfin, pendant un certain temps, on n'a pas le droit de les consulter. Puis après, au bout d'un certain temps, selon le type d'archive, on peut y avoir accès, et selon donc justement le degré de confidentialité de la chose, etc. Voilà. Donc, c'est de ce que j'ai compris, si j'ai bien suivi, ces archives, on ne pouvait pas les consulter avant. Ouais, c'est ça. Elles étaient secret défense, c'est ça. Voilà. Et c'est François Hollande qui les a rouvertes face aux oppositions, en fait. Mais c'est vrai que l'État a le droit de classer des archives secret défense, c'est comme ça, quoi. Après, les historiens n'y ont pas nécessairement accès. Alors, Pierre, je crois, à la réponse du rapport. Alors, en fait, le rapport dit que la France est responsable. Enfin, il cite vraiment, la citation, c'est « Les responsabilités de la France sont lourdes et accablantes ».
Et ils accusent plutôt la France d'être responsable de n'avoir rien fait ou de n'avoir pas réagi, d'avoir été proche d'un gouvernement violent, raciste, d'avoir utilisé les termes de Tutsi, Hutu, etc. Et puis voilà, en fait, ils accusent surtout cette proximité avec un régime violent. Par contre, le rapport ne reconnaît pas la complicité de génocide. Les historiens français qui ont publié le rapport ne reconnaissent pas la complicité de génocide. Ce qui était précisément accusé par qui? Par les Rwandais ou par le rapport? Ah, d'accord. Ah oui, ok. Bah voilà, ils dénoncent vraiment en fait, ils dénoncent un aveuglement, ils utilisent le mot d'aveuglement ou de lecture ethniciste, mais pas de collaboration ou de complicité. Mais déjà, ils reconnaissent une responsabilité. De rien. Je sais pas si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions, mais si vous en avez pas, on pourra peut-être passer au suivant par rapport à l'heure. Juste une dernière question, après je n'en mets plus. Ouais. Est-ce que du coup, on peut poursuivre un État est-ce qu'il y a des répercussions que ça peut entraîner ou des réparations que ça peut laisser penser, ou c'est vraiment juste symbolique le fait de reconnaître un génocide ou une implication dans le... Ben, je suis pas une spécialiste des relations internationales, mais après c'est surtout entre les deux États que ça peut créer des tensions. Par exemple, là, faut savoir qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'ambassadeur français au Rwanda, par exemple. Donc les tensions, ça peut aussi jouer sur les relations. Puis dans le cas d'alliance internationale, encore une fois, je m'y connais pas bien. Mais là, c'était aussi une question symbolique, je pense. Puis bon, il y a des accusations qui sont portées depuis longtemps. Après, la question du génocide, enfin les crimes contre l'humanité, ils sont condamnés à l'échelle internationale. Enfin, il y a eu des procès de crimes contre l'humanité, donc c'est possible. Maintenant, la France, elle n'a pas été reconnue, je crois pas, à l'échelle internationale comme coupable ou complice de ce crime. Donc je pense que là, c'était plus une question de vraiment de relation entre les deux États, et puis aussi de, comme tu disais, hein, quelque chose de, comment dire, quelque chose de symbolique en fait de la part de la France de reconnaître ses erreurs comme elle a pu le faire, voilà, pour d'autres choses. Mais non, je pense qu'il faudrait vraiment une accusation internationale pour qu'il y ait quelque chose. Mais encore une fois, je suis pas une professionnelle des relations internationales, donc je voudrais pas m'avancer. Ok, merci beaucoup. De rien. Bon, j'enlève mon... Oups. Du coup, on passe à quelqu'un d'autre, peut-être? C'est quoi, je prends la suite ou Titon, t'y vas? Enfin, Vas-y, comme ça. Moi, je pense que c'est un peu plus court. moi, c'est bon, j'ai le partage d'écran en plus, donc normalement, vous devez voir mon écran. C'est bon? Vous voyez ou pas? Ouais. Voilà. Ouais, Donc, du coup, ouais. moi, vu que voilà, je suis en antiquisant, j'ai décidé de mélanger un peu mémoire et antiquité. J'en avais déjà un peu parlé lors de mon cours sur la chute de l'Empire romain d'Occident, mais là, on va vraiment travailler plus précisément sur donc, la réactivation du concept de latinité, de l'idéal romain dans la construction des nationalismes et des identités nationales au 19e et au 20e siècle. Alors, je ne vais pas revenir sur Napoléon, sur ça, parce que ça a déjà beaucoup été travaillé. Il y a plein d'exemples d'utilisation par Napoléon, et pour sa fascination pour l'Empire était bien connue, hein, alors que pourtant il n'est jamais allé à Rome. Il a fait la campagne d'Italie, mais il n'a jamais mis les pieds à Rome, il n'a jamais visité Rome, alors que pourtant il a une grande fascination. Il y a plein d'éléments dans sa politique qui font écho à Rome, le symbole de l'aigle, à la fois écho à l'Empire carolingien et à l'aigle impérial. On peut penser aussi architecturalement à la colonne Vendôme qui fait écho à la colonne Trajane, l'Arc de Triomphe, même
ces institutions, le consulat, le triumvirat. Enfin voilà, c'est des choses qui font écho à l'Empire romain. Je vais pas revenir dessus. Mais là, je pensais plus intéressant de voir comment, au 19e et au 20e siècle, l'histoire romaine a alimenté donc cette pensée de l'identité et cette pensée des identités nationales méditerranéennes et des nationalismes des pays méditerranéens donc au 19e, et surtout en France, en Italie. Puis après, je vais venir à l'Allemagne, notamment pendant la période nazie. Donc là, je vous ai mis une petite illustration sur la première diapo de l'utilisation de certains cadres, certains iconographies qui font écho à Rome dans le cadre du rapprochement qui s'opère à la fin du 19e et au début du 20e entre la France et l'Italie. Donc là, vous avez voilà, une petite affiche qui vante la sororité franco-italienne avec, on a le symbole en haut à gauche de la louve romaine. Donc là, on est après l'annexion de la Savoie qui date de 1860, et on met vraiment en avant voilà, cette idée, cette proximité alpine entre les deux républiques sœurs, les deux nations sœurs que sont l'Italie et la France, donc à la fin du 19e. Alors, pour commencer… Excuse-moi, j'ai fait une bêtise, je crois. Je t'ai enlevé le partage d'écran parce que je voulais mettre une petite fois en organisateur. Je sais pas si vous avez encore l'écran. Non. C'est bon, je l'ai réactivé. Pardon, désolée. Désolé. C'est bon, là, vous l'avez? Oui. Vraiment, je l'ai réactivé et vous devez avoir l'écran. Donc, je voulais commencer par vous renvoyer à une petite référence qui est celle d'Andrea Giardina, qui est un historien italien, aussi un historien de l'Antiquité, et qui a travaillé sur justement ces réactivations du mythe impérial et de l'idée de Rome au 19e et au 20e siècle. Donc là, c'est un livre qui est sorti en 2002 qui s'appelle Rome, l'idée et le mythe du Moyen-Âge à nos jours. Et il revient dans certains chapitres sur cette question-là, et il a donné pas mal de conférences sur aussi la question voilà, du pan-latinisme, tout ça, dont on va parler. Donc en 1861, c'est la proclamation du royaume d'Italie, donc réunifié sous l'égide de Victor Emmanuel II. Et lors de cette réactivation, cette réunification, on va aussi assister à une réactivation des prétentions italiennes. Et ces prétentions italiennes de reprise en main de son royaume vont être soutenues par tout un discours aussi sur le paradigme romain et le paradigme notamment romain impérial. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on appelait la mer Méditerranée à l'époque romaine. En latin, c'est Mare Nostrum, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire, notre mer. Et donc, on va réactiver notamment cette idée-là de notre mer, reprendre le contrôle de nos eaux, de notre territoire, et reprendre justement cet espace qui nous appartient. Et avec la réunification italienne, on assiste à ce retour en force de l'idée de Mare Nostrum à reprendre. Au même moment, on a aussi ça en France avec notamment l'historien Jules Michelet, que vous devez connaître au moins de nom, qui fait aussi l'éloge de l'Empire romain, l'éloge d'une mixité ethnique latine qui a été bien réalisée et qui a permis le développement d'une grande civilisation. Et lui, ce qu'il propose, enfin ce qu'il développe, c'est l'idée d'une nouvelle latinité sans Rome à recréer, à recimenter pour une Europe nouvelle. Et donc, c'est dans ces années-là, ces années 50, enfin 40, 60, où on a l'idée d'un pan-latinisme, vous avez le terme en bas de la diapo, qui se développe. Mais ce pan-latinisme va aussi se développer au-delà de l'Europe, hein, notamment avec l'Amérique latine, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein. L'Amérique latine, c'est l'Amérique de langue latine opposée à une Amérique du Nord anglo-saxonne. Donc, on a aussi cette opposition aux anglo-saxons qui se lient dans ce pan-latinisme-là. Et donc, on appelle ça une Amérique latine et on fait totalement fi de l'histoire précolombienne. Et finalement, on a un peu l'idée, en appelant ce continent, cette Amérique du Sud, Amérique latine, l'idée d'une histoire d'un continent qui commence finalement avec sa latinisation et que c'est l'Europe latine qui a permis à ce continent de se développer. On retrouve cette idée aussi en 1864 avec l'expédition de Napoléon III au Mexique, pour y placer ensuite Maximilien de Habsbourg, qui est prince d'Autriche. Et là aussi, c'est toujours l'idée d'installer la latinité, d'exporter la latinité hors d'Europe.
Mais il y a aussi une véritable dimension nationaliste derrière cette expédition de Napoléon III, parce que c'est une latinité qui n'est pas une simple latinité, mais une latinité francisée. Et donc voilà l'idée que la France aussi est la nouvelle Rome, que c'est la France qui va être ce nouveau guide de la latinité qui se développe aussi de l'autre côté des Alpes. On a aussi des premiers débats qui vont germer entre pays européens au niveau de la coopération entre pays latins. On a par exemple l'idée d'une union monétaire latine entre la France, l'Italie, la Belgique et la Suisse qui va se développer aussi dans ces années-là. Donc il n'y aura pas de conclusion, mais on voit que ces questions font leur chemin dans les nations européennes, et cette idée d'une réactivation de la latinité par des entreprises vraiment concrètes et par des institutions commence à se développer. La latinité, le panlatinisme, il se développe aussi en contradiction et face à deux autres courants qui émergent au même moment, que sont le panslavisme. Alors, je vous ai mis ici la date du congrès panslave de Prague, qui date de 1848, et aussi le nom d'un grand penseur de ce panslavisme. C'est sous la plume de celui-ci que se développe l'idée, qui est Nikolai Danilevski. Et donc voilà, c'est aussi cette idée d'une unité slave qui cimente finalement une sorte d'identité commune, et la Russie va utiliser ça notamment pour intervenir dans les Balkans à cette époque, pour finalement réunir sous sa coupe une identité, toute une civilisation slave en fait finalement. Et on a aussi le pan-germanisme qui est là, va puiser plutôt du côté du Saint-Empire romain germanique, et qui va réactiver cette idée dans la perspective ici d'une grande Allemagne, d'une Allemagne réunifiée, notamment, bon là, on a la figure de Bismarck qui se détache. Et donc, ce panlatinisme, il se développe aussi face à ces deux autres courants. Alors, le premier véritable penseur du panlatinisme en France, c'est Claude François Lallemand. C'est un des premiers vraiment à le penser véritablement, dans un ouvrage de 1843 qui s'appelle le Hashish. Et donc, il raconte la rencontre avec un Italien qui lui parle d'une union latine pacificatrice. Et donc, en fait, dans ses écrits, lui, c'est vraiment la vision d'une Europe pacifiée. Et il voit dans le panlatinisme une occasion de pacifier une Europe qui a été meurtrie par les guerres, par les contre-révolutions. Et donc, il voit vraiment dans ce latinisme, ce nouveau latinisme, cette nouvelle latinité, un moyen de pacifier l'Europe. Et finalement, dans ce nouveau latinisme, l'Empire romain comprenait un peu comme exemple, car il avait réussi à unifier et à créer cette mixité latine quasi parfaite. On va finalement un peu renoncer à cette idée d'empire qu'on avait réactivée, à ces traditions, pour une vision quasi hellénistique du latinisme. Ça, c'est Andrea Giardina qui le dit, parce qu'en fait, on a l'idée presque d'une koiné à la grecque, d'un ensemble culturel cohérent, mais plus forcément un ensemble institutionnel, un ensemble politique, mais vraiment quelque chose de plus culturel et identitaire. On retrouve ça aussi en 1847 dans un ouvrage très important dans cette pensée panlatine, qui est celui de Arthur de Grandef, qui écrit en 1847 « L'Empire d'Occident reconstitué, ou l'équilibre européen assuré par l'union de ces races latines ». Donc là, on a limite un concept racial et une pensée raciale qui s'intègre aussi à ce panlatinisme. Hein. Mais on voit que voilà, pour augurer une nouvelle Europe, un nouvel Occident équilibré et reconstitué, ça passera par aussi une union et une exaltation de la race latine. Et là, on a vraiment l'idée de la formation d'un espace culturel et moral qui doit se faire autour de la France. On a quasiment une vision hiérarchique du panlatinisme qui se développe avec tout en haut la France, le vrai guide de ce nouveau panlatinisme. Ensuite, ses satellites, on va dire un peu les racines de la latinité que sont l'Espagne, que sont l'Italie, ou voilà, les vestiges romains quoi aussi. On a la Roumanie, l'ancienne Dacie impériale. Et ensuite, d'autres encore, tout en bas de la hiérarchie, on a cette latinité exportée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Amérique latine, le Mexique, des choses comme ça. Donc voilà, on a tout un schéma de latinité qui se développe, et toute une vision hiérarchisée du panlatinisme qui se construit aussi dans ces années 50-60. Pourtant, au 19e, finalement, il y a un bilan qui est plutôt très mitigé, voire assez négatif pour ce panlatinisme, parce que finalement, ça ne prend pas. Il ne réussit pas ni à concerner
ni à mobiliser les masses. Pourtant, il va laisser sa marque. Alors ici, on va parler notamment de la statue, du statuaire, on va dire de cette réactivation dans les statues de l'imaginaire impérial romain. Ça a été beaucoup étudié par Georges Moss, dont je vous ai mis ici le nom. Et ici, on a deux exemples. Un qui ne sont pas des exemples de statuaires pan-latines, mais plutôt, donc à gauche, vous avez le monument d'Arminius dans la forêt de Teutobourg, qui fait écho à la défaite des armées romaines à Teutobourg face à une coalition de tribus germaniques. Et à droite, vous avez la statue de Bartholdi, donc on trouve à Clermont-Ferrand, qui est la statue donc de Vercingétorix, deux symboles de résistance, on va dire, une gauloise et une germanique face à l'Empire romain. Et donc aussi, on a un symbole de cette antiquité gallo-romaine ou germano-romaine mythique qui, en fait, vient exalter d'un côté, donc là, dans la forêt de Teutobourg, c'est le nationalisme allemand. La forêt de Teutobourg fait l'objet de tout un culte. On raconte que Brahms y allait aussi se balader, c'est là qu'il avait son inspiration. Donc c'est vraiment voilà une antiquité mythifiée et qui sert à exalter les nationalismes et les identités nationales. Et on a voilà deux beaux exemples de comment la statuaire réactive les idées identitaires à travers les mythes de l'Antiquité et ses représentations. Et donc malgré un regain d'intérêt sous Napoléon III, comme on l'a vu avec l'expédition du Mexique notamment, l'idéal un peu pan-latin est rapidement balayé avec la défaite de Sedan. Il a pourtant, comme je l'ai dit quand j'introduisais donc cet exposé, favorisé le rapprochement franco-italien à la fin du XIXe siècle. Et il s'est beaucoup construit en opposition justement au nationalisme allemand bismarckien. Mais après, du coup, les défaites, les échecs de ce pan-latinisme, les vestiges de ces pensées-là laissent plutôt place à un sentiment de déclassement qui peut faire écho à l'idée de décadence que certains historiens avaient développé concernant l'Empire romain. J'en avais parlé quand j'avais fait mon cours sur la chute de l'Empire romain d'Occident, où on avait Edward Gibbon qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle qui parle vraiment de la décadence de l'Empire romain d'Occident, et on va réactiver cette idée de décadence d'un empire sur la fin après donc ces échecs pan-latins. Ça active quand même de nombreux débats autour de l'identité latine et sur la continuation d'une civilisation. Est-ce qu'on peut continuer à entretenir cette civilisation latine, voire la race latine? On trouve notamment ça sous la plume de Charles Maurras qui parle de race latine. Et donc les débats quand même continuent d'être vifs, mais questionnent vraiment sur l'avenir de cette latinité et de cette civilisation latine. Concernant les idées d'union latine, notamment les rapports entre France et Italie, construits autour de cette latinité et de ce pan-latinisme, je vous ai mis l'article de Christophe Poupeau, donc la référence « La latinité au service du rapprochement franco-italien à la fin du 19e jusqu'à 1940 », qui est sorti assez récemment, donc en 2017. Donc c'est un ouvrage assez récent qui est plutôt bien fait et qui résume bien comment le pan-latinisme a favorisé les débats autour du rapprochement franco-italien à la fin du 19e. L'idée d'union latine ne disparaît pas non plus. Au début du 20e, on a en 1918 le lancement de la revue L'Idea Latina à Milan. Donc, malgré les échecs et le fait que le pan-latinisme n'a pas pris, le rapprochement franco-italien continue à se nourrir quand même d'un idéal de latinité et d'un idéal de latinité essentiellement nourri d'une vision de l'Empire romain. Mais cette vision un peu, on va dire, de sororité qui était soutenue par une certaine vision de la latinité, elle va finalement finir par être définitivement balayée par la vision fasciste de l'Antiquité gréco-romaine, que ça soit celle de Mussolini en Italie ou encore plus celle qu'on va voir ici, celle d'Hitler, où on a vraiment l'idée d'union, d'unité entre les peuples latins qui va être balayée, mais plutôt mis au service d'une identité et d'un nationalisme écrasant qui est censé exclure les autres et redonner sa place à une nation, ici la nation allemande. Alors, un des principaux ouvrages qui traite de cette question, c'est l'ouvrage de Joan Chapoutot
qui s'appelle Le nazisme et l'Antiquité, où il revient. Bon, il parle de l'Antiquité en général, pas forcément de l'Antiquité romaine. D'ailleurs, les nazis ont beaucoup plus en fait réactivé l'imaginaire grec plus que l'imaginaire romain, notamment dans l'exaltation du corps. On a quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de l'idéal grec, notamment aussi quand ils parlent. Voilà, enfin, les nazis se voyaient plus proches des Grecs que des Romains, et encore plus que des Romains impériaux qui considéraient comme des Romains qui s'étaient vautrés dans le luxe et la décadence et qui donc avaient déjà été pervertis, notamment d'un point de vue racial. Néanmoins, les nazis se pensent comme investis du même pouvoir que les Grecs et les Romains. Dans Mein Kampf, d'ailleurs, Hitler parle d'une unité de race avec les Romains et les Grecs. Il parle aussi d'une volonté de restauratio imperii. Donc on voit que cette idée d'empire qui avait été réactivée tout au long de l'histoire, que ce soit avec l'empire carolingien, avec le Saint-Empire romain germanique, avec Napoléon, il est une fois de plus réactivé. Donc l'idée d'empire est loin d'être morte en 476. Et les scientifiques, et notamment les historiens allemands, sont mobilisés par les nazis pour créer un discours autour d'un berceau allemand de l'humanité. C'est l'expression ex septentrione lux, l'idée qu'en fait le berceau de l'humanité c'est l'Allemagne, c'est un berceau nordique, et qu'ensuite il y a eu un déplacement de population vers le sud, d'une part en Grèce, donc, et ensuite en Italie, dans tout le berceau méditerranéen, et que finalement la source des civilisations gréco-romaines c'est l'Allemagne, c'est le berceau nordique, c'est les Ariens. Attendez, je reprends mes notes, voilà. Alors, et donc il y a tout un discours qui est vraiment construit. Alors bien qu'on ait des preuves que ce discours ne tienne pas et que les historiens utilisent des biais totalement trompeurs, on construit tout un discours sur ce berceau nordique de l'humanité, de la civilisation grecque et romaine. Et quand on construit ce discours-là, on a aussi l'idée en tête que l'effondrement de ces civilisations gréco-romaines est dû au fait qu'il y a eu une dénordification, c'est-à-dire une mixité raciale, et que le noyau nordique a été perdu à cause d'une hybridation finalement de la race nordique, et donc ça a entraîné une dégénérescence. Rome, l'Empire romain, est donc à la fois un modèle en tant que grande civilisation européenne qui a marqué le bassin méditerranéen, mais aussi un modèle à dépasser, car il a été finalement balayé et détruit à cause de cette hybridation et de cette mixité raciale. Ça, c'est notamment visible dans l'architecture fasciste, l'architecture nazie, que ce soit avec le projet de Germania, donc l'idée de la capitale. Donc Hitler avait pour projet de reconstruire totalement Berlin et d'en faire une nouvelle capitale qui serait une nouvelle Rome, une nouvelle capitale mondiale, donc Germania. Et il place à la tête de ce projet donc de restauration architecturale de la capitale à son architecte qui est Albert Speer, dont je vous ai mis le nom ici, et qui est vraiment à l'origine de nombre de ces projets architecturaux. Je vous ai mis ici un exemple d'un projet de Speer qui est le Grand Stade à Nuremberg et qui s'inspire à la fois du Cirque Maxime et du Colisée. Et donc voilà, on a vraiment l'idée de recréer ces grands stades qui doivent non seulement imiter les modèles romains, mais ici aussi les dépasser tant par leur grandeur que par la qualité des matériaux. Donc c'est à la fois modèle et horizon à dépasser. Et donc c'est Albert Speer qui se charge de la majorité de ces projets. Ce qui intéresse aussi beaucoup les nazis, c'est l'imaginaire de la ruine. Parce que ce qu'on perçoit de Rome, de l'Empire romain, c'est aussi beaucoup par ses ruines. Et donc, il y a vraiment une véritable conscience, un véritable discours autour de la ruine qui se développe notamment chez Hitler, qui pense vraiment beaucoup la ruine. Et donc, on se dit que ce qui fait finalement la grandeur d'une civilisation, c'est les marques qu'elle laisse plus tard. Et donc, on pense avant même la fin du régime nazi à la façon dont les constructions du régime devront laisser des ruines monumentales qui inspireront plus que ce que n'inspire celle de l'Empire romain. Et donc, il y a vraiment une idée de construire un mythe avant la fin même du régime basé sur cet imaginaire romain. Et donc, il y a une expression que je trouve très intéressante chez Chapoutot qui dit qu'en fait, il y a une volonté de se faire soi-même passer en tant que passé, présent, futur, se faire passer avant même la fin. Et donc, on a vraiment cette
cette chute de l'Empire romain qui est vue comme une leçon. Et en fait, finalement, le mythe qui existe, la mémoire qu'on s'en fait existe, est plus importante que l'histoire et les réalisations effectives. Et donc, dans l'architecture, on a une loi de la ruine qui se met en place. Par exemple, on va penser les matériaux en conséquence pour que le monument, une fois détruit avec le temps, adopte une certaine forme, qu'il y ait certaines parties qui restent, certaines colonnades qui restent et pas d'autres. Et donc, il y a vraiment un imaginaire de la ruine qui est pensé dans l'architecture nazie. Et donc, pour conclure, je voudrais aussi voir comment aujourd'hui encore l'imaginaire romain est encore très présent dans nos conceptions, et notamment les conceptions européennes et les débats autour de l'Union européenne. On parle souvent d'ailleurs d'empire européen, parfois, soit pour critiquer l'Europe qui serait devenue, qui aurait finalement enlevé toute souveraineté de ses États membres. Donc c'est à la fois un terme négatif, cette idée d'empire européen, comme l'empire finalement romain qui ne laissait pas de place aux provinces, ce qui est historiquement faux, mais voilà, c'est cette idée encore de mémoire d'un empire romain un peu centralisateur et bureaucratique qui est convoqué pour critiquer l'Europe, l'Union européenne actuelle, mais aussi des fois un projet politique. Certains pensent que pour dépasser la crise européenne actuelle, il faut aller vers un modèle impérial quasiment identique à celui de l'Empire romain. Ça a été notamment renforcé par le départ du Royaume-Uni récemment, et l'idée qu'il faudrait recentrer l'Europe autour d'un noyau latin, presque cette idée d'Europe à deux vitesses avec le noyau initial des peuples latins, comme on l'a sur cette petite affiche de l'Europe latine, avec, vous voyez, vraiment les anciennes provinces romaines, la Gaule, l'Hispanie, la Dacie, donc qui va jusqu'en Roumanie. Et aussi, quand on parle de l'Europe, parfois on parle des pays latins et des pays nordiques. Donc on cultive encore cette image de la latinité, d'une latinité totalement mythifiée, d'une latinité un peu, voilà, vraiment fantasmée, avec d'un côté les pays latins qui seraient les pays un peu plus libéraux, alors qu'on aurait des pays nordiques qui seraient plutôt du côté de l'austérité. Et donc l'Europe finalement continue de cultiver un peu ces fantasmes latins. Et je voulais notamment finir sur un ouvrage de David Engels, qui est un historien belge, qui a écrit Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine en 2013. Bon, j'ai pas lu le livre, mais bon, ça m'a l'air. Je dis pas que c'est un bon livre parce que ça m'a pas l'air non plus fou. Déjà, quand on parle de la chute de la République romaine, quand on parle de l'Occident, enfin, je pense pas que ce soit quelque chose de forcément très pertinent, mais c'était pour montrer qu'il y avait encore ces schèmes et ces fantasmes un peu sur les chutes des empires, la décadence romaine, que ce soit celle de la République ou de l'Empire, continuent d'alimenter un discours, et notamment un discours sur l'Europe. Et que là, lui, en l'occurrence, il fait une analogie entre la fin de la République, donc la période des guerres civiles, et la crise actuelle de l'UE et plus généralement de l'Occident. Donc voilà, ça m'a pas l'air forcément d'une très grande qualité, d'une très grande pertinence intellectuelle, mais je voulais montrer voilà, qu'encore aujourd'hui, il y a vraiment cet idéal de latinité fantasmée qui informe encore nos conceptions, et notamment notre conception de l'Union européenne. Je suis même tombé en faisant mes recherches sur un groupe Facebook d'Europe panlatine, d'idéal panlatiniste de l'Europe, où on avait cette petite caricature là en bas à droite de voilà, les pays nordiques, notamment voilà, le Pays-Bas, l'Allemagne, qui sont représentés par les institutions européennes, qui finalement en fait se seraient emparés de l'idée de l'Europe au détriment des pays latins, que sont la France, l'Espagne et l'Italie. C'est une sorte de nouvelle féodalité avec les seigneurs voilà, nordiques qui, grâce à l'Europe, auraient finalement asservi les pays latins. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon des utilisations de l'idéal latin, et notamment de l'idéal de l'Empire romain, de l'idée d'empire dans les mémoires du 19e et du 20e siècle. Si vous avez des questions, des interrogations, des précisions, n'hésitez pas. Pour ma part, ça va. Je sais pas, peut-être que si personne
Attends, je vais te désigner organisateur Titouan. Ah, merci. C'est bon. Voilà. Fenêtre présentation. C'est bon, vous voyez? Je le sens. Pas moi. Vous voyez pas? Si, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là, Si, c'est si, bon. c'est bon. Ok. Donc, bah, comme vous le savez sûrement, on en a un petit peu parlé. On fête cette année les 150 ans de la commune. Et donc, sur justement, un cours sur la mémoire, ça pouvait être intéressant de revenir un petit peu sur cet événement et les débats qu'il soulève encore aujourd'hui, 150 ans après, sur comment on peut en faire mémoire et le commémorer. Et notamment, bah, ça se base, enfin, le point de départ, c'était l'interview de Pierre Nora sur France Inter. Donc, comme on l'a dit en plus tout à l'heure, Pierre Nora, il a été chargé par Emmanuel Macron d'écrire le nouveau rapport sur les mémoires de l'Algérie. Normalement, c'est un spécialiste des mémoires. Et je vais essayer de partager la vidéo juste pour vous la montrer. Quand la journaliste lui demande donc enfin, s'il faut commémorer Napoléon et la Commune, il répond. Je sais pas s'il y a le son en fait. Ah non, mais le son est coupé. Mais nous, on n'entend pas. Enfin, personnellement, j'entends pas, moi. Moi non plus, j'entends pas. Ah merde. Peut-être que tu peux nous envoyer le lien dans Ouais, dans le chat et après on peut la regarder de notre côté. désolé. Je vais juste, voilà, je vous mets le lien du coup. Ah oui, pardon. Oui, oui, j'ai confondu. Voilà. Et du coup, donc, il répond en clair, je vous résume ce qu'il dit rapidement. Il faut pas commémorer la Commune et il faut commémorer Napoléon parce que Napoléon était un grand homme qui a apporté beaucoup à la France et du coup il y a toute la théorie derrière du grand homme dont on doit porter la mémoire, alors que la commune n'a pas apporté quelque chose à la France. Et donc, il y avait dans cette interview, en fait, deux questions, qui est la question de la mémoire de la Commune de Paris 150 ans après et la mémoire de Napoléon. Mais en fait, ces deux questions sont un peu liées parce que dans l'interview, il continue en disant que, enfin, en liant Napoléon à la Révolution, à la République, et justement que Napoléon doit être célébré pour avoir réussi à instaurer, à porter la Révolution au-delà en Europe, ce qui est aussi contestable. Et pour la Commune, on a un problème qui est assez similaire et qui est lié en fait à la mémoire de la République et du mythe républicain, puisqu'en fait, dès le début, la commune apparaît comme un événement complexe et qui amène justement un problème mémoriel, puisque on a une opposition en fait du vécu de l'événement, avec d'un côté les communards et une partie de la gauche qui voient comme une révolution populaire et bénéfique, et une autre partie, la droite, mais aussi certains républicains, qui voient dans la commune en fait une insurrection contre la République et donc un danger contre la République qui était en formation. Et donc, ça a été une question enfin un événement qui tout de suite a été problématique dans la manière dont on devait s'en souvenir et l'enseigner, le transmettre. Et toutes ces premières années de la Troisième République sont marquées par le débat sur les mémoires de la commune qui se cristallise autour de la question des lois d'amnistie, puisqu'on a eu de nombreuses condamnations lors de la Commune de Paris. On a beaucoup de personnes qui ont été envoyées au bagne, notamment Louis Michel, qu'on connaît. Et donc, il y avait d'importants débats pour savoir si on devait amnistier et faire en fait comme un acte de pardon.
Et donc, ça a été des oppositions jusque dans les gouvernements républicains, puisqu'il faut attendre les années 1879 et 1880 pour avoir effectivement les lois d'amnistie. Et même au sein du gouvernement, on avait des ministres comme le ministre Fraissinet qui étaient contre la loi d'amnistie de la Commune. Et je vous ai mis cette citation de Gambetta qui, lors des débats sur cette loi, a dit qu'il était temps de mettre la pierre tumulaire de l'oubli sur les crimes et sur les vestiges de la Commune. Et en clair, il y avait déjà du coup cette question de passer, enfin faire acte de mémoire, oublier les crimes commis et par l'idée du tombeau, du tumulus, c'est aussi se souvenir, avoir un lieu de commémoration d'un événement et puis aussi pour ça renvoie d'une certaine façon à tous les morts qu'il y a eu pendant la Commune. Et donc, derrière, il y a un peu la question de comment les gouvernements peuvent construire cette mémoire et quelle est, en fait, à qui appartient la mémoire. Et là, je rejoins justement un petit peu dans l'introduction les débats que Sarah a posés sur les mémoires, qui est en charge de la mémoire, qui peut être en charge de la mémoire. Et en fait, on voit que par exemple, au début de la Troisième République et autour de la Commune, on avait déjà des débats au sein du gouvernement sur la manière de commémorer l'événement. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que on a toujours une construction a posteriori de la mémoire dans un sens donné par les acteurs de l'époque. Et comme justement le disait Sarah, ça en révèle presque plus sur ce qui se passe, enfin sur le contemporain que sur le passé. Avec, par exemple, je vous ai mis donc le Sacré-Cœur qui a été bâti après la Commune et justement normalement pour purger les crimes des communards. Donc c'était construit plutôt par la droite catholique qui était en opposition à la Commune. Et donc une inscription vraiment réelle dans l'espace et importante de la condamnation ferme de la Commune. Et de l'autre côté, je vous ai mis le Panthéon, puisque c'est un autre exemple vraiment intéressant de comment on peut construire dans l'espace la mémoire collective et comment on la choisit et l'oriente, puisque le Panthéon, qui était donc avant une église et qui a été désacralisée et qui en quelque sorte est maintenant le temple de la République, là où se forge et où vibre vraiment le mythe républicain et le cœur de la République avec le cœur de Gambetta qui est exposé. Et donc c'est aussi par ce travail-là une mise en mémoire des événements du passé dans les constructions et dans le mythe qu'on en fait. Et voilà, je proposais du coup de juste réfléchir à cette question de qui peut décerner, enfin choisir et orienter la mémoire, puisque on voit qu'avec ces deux exemples, par les bâtiments, par les lois d'amnistie, c'est souvent une mémoire qui est orientée par le haut, c'est les gouvernements successifs et les personnes qui peuvent construire des bâtiments et mener des politiques d'amnistie qui sont en charge de la mémoire. Encore aujourd'hui, avec le débat et les rapports qui ont été demandés sur la mémoire, c'est des demandes du président de la République ou des institutions républicaines qui commandent des rapports sur la mémoire. Et donc, ça laisse l'idée que la mémoire enfin, peut être construite par les personnes qui gouvernent et par les personnes qui ont le choix, enfin, les pouvoirs démocratiques. Et donc, derrière, il faut se poser la question de, pour la commune, est-ce que commémorer la commune, c'est juste des actions et des reconnaissances par les personnes, par les gouvernants, par la mairie de Paris qui va organiser quelque chose, ou c'est aussi pas justement le souvenir collectif qui rejaillit avec ces débats autour de la commune. Et c'est enfin on rejoue en quelque sorte les débats qu'il y avait dès les débuts de la Troisième République
Et voilà, c'était juste demander s'il y avait des avis là-dessus, sur, de manière générale, soit des questions sur la commune, la mémoire de la commune et le mythe républicain, ou juste sur la construction de la mémoire et à qui finalement appartient la commémoration et l'entretien de la mémoire a posteriori. Bah, moi, j'aurais peut-être juste une petite remarque. Enfin, c'est que, bah, justement, il y a un peu quand même le problème de l'officialité et de qui, justement, parce que quand même, avec l'idée d'avoir une mémoire commune, il faut une sorte d'unité. Et enfin, justement, je crois que Pierre Nora, il parle de ça justement dans l'introduction des lieux de mémoire, que aujourd'hui, finalement, chacun fait un peu à sa propre mémoire, dans une sorte de psychologie individuelle. Et donc, que si jamais chaque petit groupe d'individus commémore ou a sa mémoire individuelle, finalement, on peut tous revendiquer une mémoire, enfin des mémoires différentes, enfin autour de valeurs et d'événements différents. Et donc du coup, peut-être que pour retrouver une forme d'unité, il y a besoin que le pouvoir officiel commémore officiellement certains événements, etc. Et que peut-être qu'il y a quelque chose de paradoxal que ce soit le pouvoir en place officiel qui commémore la commune, enfin, dans le sens où la commune, elle s'opposait justement enfin, à la République qui était en place à l'époque, etc., et que c'était quand même un mouvement révolutionnaire, etc. Mais après, je trouve ça normal que certaines personnes veuillent commémorer la commune, mais juste, je m'interroge sur la pertinence peut-être que ce soit de la part du pouvoir officiel, en fait. Enfin, je sais pas si j'arrive à être claire. Et puis aussi sur bah, le fait que, encore une fois, ça en dit sûrement plus sur le présent et le contexte actuel. Peut-être que ça fait écho et que beaucoup de gens se sentent investis par ces 150 ans et cette mémoire-là, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un sentiment de trahison. Vis-à-vis du pouvoir en place et qui est un peu on retrouve peut-être des échos avec cette idée que soi-disant le pouvoir actuel il prône certaines valeurs, etc., mais en réalité concrètement on a un décalage et que du coup on a besoin de se révolter pour acquérir vraiment des réalités concrètes et des vrais changements, quoi. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Voilà. Le problème, le problème peut-être avec la question de l'officialité et de la mémoire officielle, c'est quand on a des mémoires qui sont clivées, comme par exemple pour la guerre d'Algérie, où c'est difficile de concilier les mémoires des pieds noirs et familles de pieds noirs ont dû rentrer en France, celles des Algériens qui ont combattu pour la libération, des harkis, des combattants français en Algérie mais qui n'étaient pas nés là-bas. Et et on a forcément du coup plusieurs groupes mémoriels différents pour un même événement. Du coup, c'est toute la question, oui, de la mémoire collective. Est-ce qu'elle peut se faire à un niveau national et dans lequel on donne une officialité? Par exemple, bah là, le rapport sur l'Algérie, enfin, on peut se demander ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut vraiment concilier des mémoires de personnes qui ont forcément un vécu par rapport à l'événement qui est totalement différent et opposé? Et du coup, c'est un peu le problème, enfin, la tension qu'il y a dans la mémoire officielle et dire qu'on peut, oui, avoir une mémoire imposée pour tous. Vous m'entendez? Oui, oui, Ouais. En fait, ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire qu'on aimerait bien que ça soit démocratique et que on puisse bah, faire voter les symboles qu'on veut garder et ensuite qui servent aussi à construire la mémoire. Mais en fait, ouais, c'est trop polarisé pour faire ça. Donc, même si la mémoire officielle n'a pas forcément de sens, on est un peu obligé d'avoir quelqu'un qui décide pour ça. Parce que, bah, par exemple, le rapport sur l'Algérie, il a été, je sais pas si c'était une première version ou quoi, qui est sorti il y a quelques mois, ça a été hyper mal reçu parce qu'il était un peu trop du côté des Français. Et du coup, côté algérien, c'était juste illisible, c'était pas possible, quoi. Donc, c'est clair qu'on pourra, c'est impossible d'avoir un truc démocratique pour ça, et ça sera pas possible de faire plaisir à tout le monde, c'est trop polarisé.
Est-ce que quelqu'un a d'autres remarques ou Questions, choses à ajouter? Moi, je voulais aussi ajouter, je voulais vous remercier pour vos cours parce que vous n'êtes quand même pas nombreux à participer et vous faites quand même un bon boulot, vous rendez ça très intelligible, même si moi je ne connais pas spécialement l'histoire, c'est pas ma formation. Et pourtant, c'est facile à suivre et vous faites ça bien, quoi. Donc merci beaucoup, c'est très sympa de votre part. Puis je ne sais pas si l'initiative était de vous ou quoi, mais même l'initiative est super. merci Ah, beaucoup en tout cas. C'est très ouais, gentil. merci à toi. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, etc., et les cours à distance, on a un peu du mal Ouais. à, à ramener des foules. Donc, ça fait plaisir d'entendre ça, en tout cas. Tant mieux. Merci à vous. Je pense que, sauf si quelqu'un a ajouté peut ajouter quelque chose, on va peut-être s'arrêter là, vu qu'il est déjà 20 h passé. Je vais couper l'enregistrement.